Bonsoir tout le monde. Je vais attendre les connexions. Bonsoir Chantal. Bonsoir Sandrine, Henri. Ouais, je vais attendre un tout petit peu avant de commencer. Le thème de ce soir, ce sera les rêves. Alors, pour ceux qui me suivent et qui savent que j'ai un site, quand la vidéo sera finie, ou là déjà, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis l'adresse de mon site. J'ai fait des articles sur l'interprétation des rêves, où j'ai repris quelques symboles courants avec des explications d'interprétation possibles. Alors, si ça vous intéresse, je reprendrai sans doute en fin de vidéo quelques explications. Donc, vous pouvez aller sur mon site. Alors, attention, ils ne sont plus dans mes articles, ils sont dans les archives des articles. Alors, pour voir les archives, vous avez un petit bouton tout à fait à droite où il fait marquer plus. Et alors, vous allez sur ce plus et là, vous allez avoir deux rubriques qui sont archives canalisation et archives articles. Vous allez dans archives articles et là, ce seront les derniers articles, c'est justement sur l'interprétation des rêves. Voilà. Bonsoir Sandrine, bonsoir Michel, Frédéric, Rosa, Nathalie. Ah, commence à arriver, c'est bien ça. Bonsoir Jaspe Rouge, bonsoir Michel. Voilà, j'attends encore un tout petit peu avant de commencer et après c'est parti dans les rêves. Bonsoir Valérie. Alors, je vais faire commencer d'abord, non pas par parler des interprétations, mais plutôt par vous donner les dernières découvertes, disons, que les scientifiques ont fait dans le domaine du rêve et peut-être des choses qui ont été redéfinies, redécouvertes par justement ces dernières études récentes qui ont été faites et grâce aussi aux dernières technologies de la médecine qui ont permis d'avoir accès, disons, à plus d'informations que ça. Voilà, on est assez nombreux. Je vais commencer. Donc, les rêves, hein, déjà, tout le monde rêve. Même si on ne se souvient pas de nos rêves, tout le monde rêve, absolument tout le monde. Et même plus que ça, en fait, on aurait 5 à 6 rêves par nuit. Alors, évidemment, ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves ne vont pas être contents, mais c'est ainsi. Alors, pourquoi on a 5 ou 6 rêves par nuit? Eh bien, c'est très simple, parce que notre nuit est divisée en cycles. Je refais un petit peu de généralité. Ces cycles se composent de 3 phases de sommeil. Nous avons un état de veille qui correspond soit au réveil, à l'endormissement, donc c'est une somnolence, on n'est pas encore tout à fait endormi, on n'est pas encore tout à fait réveillé. Ensuite, on va passer tout doucement dans une deuxième phase qui est le sommeil lent. Ce sommeil lent est divisé lui-même en deux, qui est une première phase de sommeil léger et ensuite une phase de sommeil profond. Alors pourquoi on dit lent? C'est parce qu'en fait l'activité du corps ralentit, les muscles et tout ça vont complètement se détendre et normalement vont même se bloquer, une sorte de paralysie va se faire et il n'y a que le cerveau qui va rester en activité et les globes oculaires. Alors, la troisième phase est la phase qu'on connaît tous, c'est le sommeil paradoxal et c'est souvent là où il y a les rêves dont on se souvient le mieux, dont on a le plus de détails, c'est ceux en général qui viennent directement au réveil.
Alors, longtemps, on a cru que les personnes avaient des rêves que dans la partie du sommeil paradoxal. Avec les dernières études où ils ont effectivement pu mettre des capteurs sur les cerveaux, près des yeux et tout ça, ils ont réveillé ces personnes-là dans chaque phase de sommeil en leur demandant de raconter s'ils se souvenaient d'un rêve ou quoi. Et ils ont été étonnés que pas mal de personnes pouvaient leur dire quelque chose. Donc, il y avait un sentiment d'avoir vécu quelque chose. Il y en a qui se souvenaient juste d'une image. Donc, c'était moins construit, moins long que le rêve du sommeil paradoxal, mais ils se souvenaient quand même de quelque chose. Alors, toutes ces phases-là durent 1 heure et demie. Donc, un cycle dure 1 heure et demie. Et une fois qu'on a fini ce cycle d'1 heure et demie, hop, un autre commence. Donc, suivant la durée de nos nuits, on fait plusieurs cycles et donc on a plusieurs possibilités de se rappeler de ces rêves. J'expliquerai en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, comment se souvenir des rêves, comment les rêves peuvent nous aider, quelques petits trucs pour peut-être aussi guider un peu nos rêves dans une certaine direction. Alors, donc les rêves font partie intégrante de notre vie. Je dirais même de tous les mammifères. Hein, tout le monde a déjà vu un chien qui court en dormant ou un chat dont les babines tressautent. Voilà, donc les mammifères, enfin, en tout cas, ceux qu'on a pu observer autour de nous, on remarque qu'ils rêvent aussi. Donc, ça n'est pas que l'être humain. Alors, c'est quoi exactement le rêve? En fait, c'est l'inconscient. On ne sait pas exactement, évidemment, dire, mais il y a plusieurs suppositions où c'est l'inconscient qui traite les informations non perçues consciemment de la journée, ou aussi s'il y a des sentiments, des pensées qui reviennent, ou qu'on repense souvent au cours de la journée à certaines choses, certaines problématiques, ou quelque chose qui nous tracasse, on peut aussi avoir ça en rêve, une sorte de traitement de l'information au cours de nos rêves. Bien sûr, il y a quelques exceptions et on verra tout ça. Alors, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont encore découvert? Donc, j'ai dit les 5 rêves par nuit, plus ou moins, qu'on se souvient beaucoup plus facilement du dernier. Mais ils ont remarqué aussi que suivant la période dans laquelle le rêve se situe, il y aura des rêves plus amicaux. Par exemple, les rêves du sommeil lent sont en général beaucoup plus doux, plus tendres, que les rêves du sommeil paradoxal seront plus longs, plus complexes, plus complets dans la description et avec beaucoup plus d'action. Alors, il y a aussi une différence de rêve entre les hommes et les femmes. Les femmes vont rêver beaucoup plus souvent avec un ressenti, on dirait négatif, c'est-à-dire avec de la tristesse, avec des difficultés, des sentiments d'abandon, voilà, donc un peu de nostalgie. Elles vont rêver aussi beaucoup plus souvent d'endroits familiers avec des personnes qu'elles connaissent des deux sexes. Il y aura aussi bien autant de femmes que d'hommes et il ne fait pas de différence. Alors que les rêves des hommes, c'est souvent beaucoup plus actif. Il y a plus d'agression physique, de bataille, de combat. Et généralement, il y a beaucoup plus de présence masculine dans le rêve. Alors, ils ont remarqué aussi qu'un des rêves les plus courants que les gens font, c'est par rapport à leur travail. Pourquoi? Bon, c'est assez facile à comprendre. En général, le travail, c'est un souci pour beaucoup. On veut essayer de trouver des réponses, on veut essayer de trouver une solution. Voilà, il y a un malaise qui est là, donc ça, on est quand même 8 heures au travail normalement. Donc, ça prend quand même une grande partie de notre journée. Donc, beaucoup de personnes rêvent de leur travail.
Alors, ce qui était un peu moins évident, c'est que, en fait, ils ont remarqué que les retraités continuaient aussi à rêver de leur travail. Alors, pourquoi? Soit parce que c'était vraiment leur passion et que ça leur manque, donc ils vont continuer à vivre leur passion en rêve. Soit parce que simplement le fait de savoir qu'ils étaient au travail et tout ça, ça leur permettait d'avoir un plus grand confort, un plus grand sentiment de sécurité et ils vont essayer de retrouver ça en rêve. Donc il y a plusieurs raisons, mais c'est très souvent que des retraités continuent à rêver de leur travail. Alors on parle aussi des rêves prémonitoires. On a tort de penser que c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, entre 60 et 70 personnes qui se souviennent de leurs rêves ont des rêves prémonitoires. Et c'est assez facile à comprendre puisque nous avons 5 à 6 rêves par nuit qui révèlent des petites perceptions qu'on n'a pas pris conscience, qu'on n'a pas analysées, qu'on n'a pas compris pendant notre journée. Avec ces petites sensations qui sont passées inaperçues pour nous, dans le rêve, l'inconscient peut déjà anticiper un avenir. Et quand on va vivre ce futur, cet avenir, on va se dire, ah mais oui, c'est vrai, je l'ai rêvé. Donc ça, ce serait une des explications que les scientifiques donnent sur les rêves prémonitoires. Évidemment, il y a des rêves prémonitoires qui sont bien plus complexes que ça parce que ça ne considère, enfin, ou ça ne concerne plus directement la personne. Ça prend en compte une autre personne qu'elle ne connaît pas nécessairement. Et alors là, ça devient beaucoup plus problématique à démontrer scientifiquement que c'était un rêve prémonitoire. Alors, il y a un autre type de rêve qu'on appelle les rêves anticipatifs. C'est pas la même chose que le rêve prémonitoire. En fait, le rêve anticipatif, c'est quand on a un problème, on a une situation problématique qui se présente et on ne sait pas comment l'aborder. Parfois, en rêve, on peut faire plusieurs fois le même rêve, mais qui se finira jamais de la même façon ou on n'agira pas de la même façon. Pourquoi? Ça permet en fait de nous donner la possibilité de vivre la situation en avance et de trouver la meilleure option pour nous ou de trouver la meilleure solution qui soit pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rêve anticipatif. Alors, le rêve permet de consolider la mémoire. Ça a été maintenant, je dirais, prouvé scientifiquement suite à une étude qui a été faite par une chercheuse qui s'appelle Isabelle Arnulf et qui a fait cette étude chez les étudiants, chez ses étudiants, puisqu'elle est professeure aussi. Et elle a remarqué que chez ces étudiants, les étudiants qui rêvaient, par exemple, de passer un examen avant l'examen, que ce soit la veille ou que ce soit quelques jours avant, semaines avant, parfois un mois avant cet examen, permettait en fait de raviver la mémoire, de remettre en évidence des lacunes. Par exemple, c'est souvent, en fait, elle a vu que très peu dans leur rêve réussissaient leur examen, mais beaucoup avaient des problèmes justement au moment de l'examen. Soit la première question, c'était le trou noir, oh, ils ne savaient plus qu'est-ce que c'était, la réponse ne se souvenait plus. Donc au réveil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revu cette partie-là et ça leur a permis, par exemple, de se rappeler beaucoup plus de choses sur la matière et de réussir l'examen. En fait, le final, c'est quoi? C'est qu'elle a remarqué que chez les étudiants qui faisaient un rêve d'examen avant l'examen, il y avait un pourcentage beaucoup plus grand qui réussissait leur examen. Comme on sait aussi que lire ou apprendre juste avant de s'endormir, ça améliorait la mémoire, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que ce sont les dernières informations que le cerveau va traiter et donc il va le fixer beaucoup plus facilement aussi et ça va être une sorte de consolidation de la mémoire. Alors, il a été remarqué aussi que certains médicaments influencent les phases de sommeil, comme par exemple les antidépresseurs. Alors, normalement, un antidépresseur doit nous aider à bien dormir. Et bien, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait, ça supprime carrément une partie du sommeil qui est la partie du sommeil paradoxal. Donc, ça va être un sommeil en phase plus courte,
pas nécessairement mieux reposé, mais avec une phase en moins. Malgré tout, comme on a vu, ça n'empêche pas la personne de rêver. Juste qu'elle aura beaucoup plus de difficultés à se souvenir de ses rêves et les personnes qui prennent en général des antidépresseurs ne se souviennent pas de rêves. Alors, il y a aussi, on a parlé un peu des rêves, on va parler maintenant des rêveurs, différents types ou catégories de rêveurs. Il y a des rêveurs tout à fait normaux, donc ceux qui, comme normalement la grande majorité, ne se souviennent pas nécessairement des rêves, mais ne font pas de gestes, de cris ou n'ont pas une attitude atypique. Hein, donc ça, ce sont les rêveurs typiques. Et puis, il y a les rêveurs atypiques. Les plus connus, c'est évidemment les somnambules. Donc, les somnambules, c'est quoi? En fait, c'est un petit dérèglement dans le cerveau où quand le cerveau doit, comme j'ai dit, là, plutôt paralyser le corps, donc faire en sorte que les muscles ne réagissent plus aux stimuli qui peuvent se passer dans le rêve, et bien, ce petit blocage ne se fait pas et le rêveur va vivre réellement l'action de son rêve. C'est pour ça qu'en général, on dit il ne faut pas les réveiller, il faut plutôt les suivre pour qu'ils ne se blessent pas. Alors, pourquoi ne pas les réveiller? Ben, tout simplement, s'il est en train de rêver qu'il est attaqué, qu'il doit fuir des éventuels assassins et que vous le réveillez à ce moment-là, le temps qu'il prenne conscience qu'il est endormi, il risque de vous attaquer. Donc, il risque de vous donner un bon coup de poing ou un bon coup quelque part. Donc, il vaut mieux éviter. Plus pour eux qui vont se réveiller brutalement dans une situation où ils n'étaient pas du tout et ça fait un choc parfois assez puissant. Donc, on déconseille vivement de les réveiller et juste évidemment de contacter un médecin parce que je pense que maintenant, il y a des traitements qui atténuent ces symptômes-là. Alors, en dehors de cela, il y a d'autres dormeurs atypiques. Il y en a qui ont par exemple des hallucinations. Donc, c'est les hallucinations liées au sommeil, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tout de suite le passage entre le rêve et la réalité. Donc, ils prennent quelques images de leur rêve encore dans la réalité. Au moment du sommeil, quand ils se réveillent, ils continuent à voir des personnages qui bougent autour d'eux, ou bien la pièce qui n'est pas leur chambre, mais c'est la pièce où se passait le rêve dans lequel ils étaient plongés. Ensuite, nous avons les somnilogues. Ce sont les gens qui parlent dans leur sommeil. Alors, souvent quand même, c'est pas compréhensible, c'est marmonné, mais il y en a qui tiennent de véritables dialogues dans leur sommeil. Et voilà, donc c'est aussi un rêveur atypique. Et ensuite, nous avons des troubles comportementaux du sommeil paradoxal. Ça, ce sont les personnes qui, tout en restant couchées, allongées, font des grands gestes et répètent les gestes qu'ils sont en train de faire en rêve. Alors moi, j'ai vu quelques vidéos, c'était assez impressionnant. Par exemple, on voyait un monsieur couché sur son lit, en train de chercher à côté des ustensiles, et puis il tapait comme s'il tapait au marteau, puis on dirait qu'il mesurait et tout, et ça a duré assez longtemps. Et puis on l'a réveillé, et ils ont demandé qu'est-ce que vous étiez en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et il dit, mais là, j'ai construit mon escalier. En fait, ce monsieur était menuisier, il était à la pension, il adorait son métier et eh bien, il revivait les gestes de son rêve. Donc, quand il découpait ses planches de bois pour son escalier, il clouait ses marches, donc il vivait. Et évidemment, c'est très gênant pour la personne qui dort avec lui parce que ses gestes en général sont très amples. Ça peut être aussi bien des coups de pied, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et en général, nous avons une catégorie tout à fait à part qui intéresse beaucoup de chercheurs, qui est très difficile à étudier, ce sont les rêveurs lucides. Alors,
il y a plusieurs catégories de rêveurs lucides, mais qu'est-ce que c'est? En fait, le rêveur lucide est conscient qu'il rêve. Alors, comment ça se passe? C'est en fait qu'à un certain moment, il rentre dans son rêve et il se rend compte qu'il est en train de rêver. Alors, il y a deux possibilités. Il y a des rêveurs lucides qui restent en observation, c'est-à-dire qu'ils vont pas encore, enfin, ils vont pas avoir la possibilité d'influencer sur le rêve, mais ça n'est pas le personnage principal non plus du rêve. Il va regarder de différents angles la scène qu'on lui montre. Donc ça, c'est l'observateur. Il y a des rêveurs lucides qui peuvent agir. Donc ces rêveurs lucides-là, comment ils peuvent agir? Eh bien, tout simplement en se disant, tiens, ici, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je voudrais recommencer le rêve, mais avec telle personne en plus ou avec telle autre chose en plus. Alors, comment on se rend compte de ça? C'est qu'en fait, donc ces chercheurs, ils mettent des capteurs pour voir l'activité du cerveau, ils mettent des capteurs pour voir l'activité des globes oculaires. Si vous vous rappelez, au début, j'ai dit qu'il n'y avait que les globes oculaires qui n'étaient pas paralysés. Et une des questions des chercheurs, c'était est-ce que les réactions que l'on voit des globes oculaires correspondent à ce que le rêveur est en train de voir. Et en fait, ils ont remarqué que oui, un rêveur, donc nous avons vu dans ces personnes qui bougent et tout ça, il y a eu donc plusieurs expériences de ce type-là, où chaque fois, les globes oculaires allaient exactement dans la direction de la main et correspondaient tout à fait à l'angle de vue qu'aurait eu la personne si elle avait été réveillée pour faire le même geste. Donc, on sait que les globes oculaires suit le mouvement du rêve. On sait aussi, parce que ça a été fait aussi, que même s'il a les yeux ouverts, il ne voit pas ce qui se passe dans la réalité, il reste dans la vision de son rêve. Alors, comment il change ça? En fait, il y a eu des codes qui ont été établis avec l'expérimenteur et le rêveur en disant, voilà, quand moi je vais rentrer dans mon rêve et que je suis conscient de mon rêve, je vais te faire un signe avec les yeux. En général, c'est 2-3 allers-retours, droite-gauche. Et après, on leur a demandé avant qu'ils s'endorment de faire, par exemple, de regarder à gauche ou de regarder en bas ou en haut. Ça, c'est chaque fois des petits codes qu'ils établissent avant. Et ils ont pu ainsi remarquer que ça correspondait à chaque fois le champ de vision qui changeait avec le geste qui correspondait. Donc ça, c'est pour le scientifique. Alors, ces rêveurs lucides, ils peuvent agir de différentes manières aussi, c'est-à-dire soit ils peuvent provoquer le rêve, c'est-à-dire ils peuvent induire le sujet du rêve. Donc là, il y avait dans ces vidéos, parce que j'aime bien me renseigner sur chez plusieurs personnes, plusieurs horizons, on montrait deux cas différents. Par exemple, un sportif qui, lui, voulait s'améliorer dans son sport et pour ça, il avait besoin de voir les exercices qu'il faisait, mais faits par quelqu'un d'autre et dans la perfection, afin de voir exactement le mouvement et pouvoir répéter au plus proche possible cette perfection de mouvement. Mais il dit, par exemple, c'est arrivé que donc je veux voir tel exercice, mais au moment où je rêve et je rentre dans la salle, toutes les lumières sont éteintes. Et si les lumières sont éteintes, je ne peux pas voir l'exercice, donc ça ne va pas. Donc, il dit, bon, maintenant je vais ressortir. Quand je vais rentrer à nouveau par cette porte, toutes les lumières seront allumées et je verrai parfaitement l'exercice à faire. Donc, il ressort, mais toujours en rêvant. Il ressort, il ouvre la porte et là, c'est impeccable. Toutes les lumières sont allumées et il peut voir l'exercice. Alors, on avait un autre exemple qui était un musicien et lui, il cherchait son inspiration dans ses rêves. Alors, pour trouver l'inspiration dans les rêves, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était mis un code. Il a dit, dans tous les rêves que je fais, je dois trouver une radio. Quand je trouve la radio, je cherche le poste et là,
je m'arrête sur la musique qui me convient. Donc, c'était établi. Il savait très bien qu'une fois qu'il prenait conscience qu'il était en train de rêver, il devait chercher cette radio, ce poste de radio. Il trouvait le poste de radio, il cherchait la bande, ce son, parce qu'il y avait souvent plusieurs programmes à la radio. Quand il y avait une mélodie qui lui plaisait assez bien, il restait dessus, il essayait de se concentrer vraiment dessus, et puis il se donnait un clic de réveil. Donc, il devait se réveiller. Pourquoi? Parce que s'il prolongeait le rêve, il allait plus se souvenir exactement de la mélodie. Donc, il se donnait le clic du réveil, il notait vite les notes où il enregistrait la mélodie qu'il avait retenue, et puis il se rendormait normalement. Donc, ça, ce sont des possibilités que je pense tout le monde peut développer. C'est évidemment de l'exercice, de l'entraînement, que de faire des rêves lucides. Alors, moi, je fais des rêves lucides, mais comme observateur, je n'ai pas encore réussi à passer au fait d'agir vraiment dans les rêves. Alors, il faut savoir aussi que ces personnes-là, il y en a qui font ça très souvent. Pourquoi? Ben parce que ça leur donne beaucoup de possibilités. Et il arrive à un certain moment un petit problème, c'est qu'ils ne font plus tout à fait la différence entre le rêve et la réalité. Alors, pour faire cette différence et être sûr qu'ils sont en train de rêver ou être sûr qu'ils sont réveillés, ils se donnent des trucs. Alors, chacun a le sien, évidemment, mais il faut faire quand même attention à quel truc on se donne. Alors, il dit, les trucs qui marchent très bien, c'est lire. Donc, si vous lisez un titre et le lire, il dit en général 3 fois. Pourquoi? Parce que si vous lisez un titre d'un magazine, un titre d'un livre, dans un rêve, 3 fois de suite, à chaque fois, il va y avoir quelque chose qui est modifié. Pourquoi? Parce que le rêve n'est pas une répétition fixe, c'est toujours une adaptation. Et c'est souvent pour nous montrer quelque chose ou pour nous apprendre quelque chose ou pour nous faire comprendre ou faire prendre conscience de quelque chose. Donc, il ne va jamais se répéter exactement la même chose dans les rêves. Donc, il dit, si vous lisez 3 fois le titre et qu'il n'y a absolument aucune lettre qui a changé de position, les caractères sont toujours les mêmes et tout ça, c'est que vous êtes réveillé. Si les caractères commencent à changer, s'il y a une lettre qui manque ou qui se rajoute, c'est que vous rêvez. Alors, un autre, lui, il disait, en fait, moi, c'était pas ça, c'est que toujours dans mon rêve, je mettais un miroir et je m'amusais à passer plusieurs fois devant le miroir. Pourquoi? Parce qu'il dit la première fois, en général, on se voit tel qu'on se voit, et puis en rêve, la deuxième fois, ah, il y a quelque chose qui change parce que on voudrait se voir un peu autrement, il y a quelque chose qui nous plaît pas, du coup, ça va changer. Donc, de nouveau, en rêve, il y a une adaptation. Et il dit, il faut bien faire attention aux petits trucs qu'on choisit pour que ça ne devienne pas de la programmation mentale. C'est-à-dire, il donnait un exemple de dire, si par exemple, moi, je vais compter le nombre de doigts que j'ai. Et que je dis, bon, je vais compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Si j'ai 5 doigts, ça va, je ne rêve pas, je suis réveillée. Puis, je vais quand même vérifier. Je répète, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va, je ne dors pas, je suis réveillée. En fait, dans l'inconscient, dans le rêve, si on répète toujours la même phrase, il va y avoir une sorte de programmation qui se fait. Et peu importe que je dis 5, 6, 7, ça va toujours être le ça va, je ne rêve pas ou ça va, je rêve. Et le cerveau ne va plus faire la différence et il va toujours vous faire croire que soit vous rêvez, soit vous ne rêvez pas. C'est pour ça que comme des lettres, c'est pas toujours les mêmes lettres, c'est pas toujours le même titre de livre. Donc, il n'y a pas une vraie programmation qui peut se faire et les lettres ne vont jamais changer de la même façon. C'est pour ça que voilà, il faut faire un petit peu attention, mais ils disent que, bon, en général, ils n'ont jamais eu aucun problème avec ça et ils savent assez facilement de faire la différence entre le moment où ils sont en train de rêver et le moment où ils sont dans la réalité. Alors, évidemment, les rêves, ce sont des images, ce sont des couleurs, on rêve tous en couleurs. On rêve avec des ressentis, hein, donc il va avoir les sentiments qui sont là,
Certains vont avoir la douleur qui est ressentie aussi, d'autres, ça va être atténué, on n'aura plus cette douleur-là. Donc ça dépend un peu de quel point, enfin, dans quel, je dirais, état de conscience on est pendant le rêve, de notre état à nous. Et dans ces rêves-là, il y a un rêve qui est tout à fait à part, qui sont ce que certains appellent les grands rêves ou les rêves initiatiques, qui laissent une très très forte impression, en général qui sont très clairs, on s'en souvient très très bien avec beaucoup de détails et on s'en souvient même des mois, voire des années après. Du point de vue scientifique, ils n'ont pas encore réussi à expliquer ça. Il y a quelqu'un d'autre qui, elle, a fait une autre distinction dans les rêves et qui fait cette distinction suivant le corps qui est attaché au rêve. Comme vous savez, on a plusieurs corps. On a un corps physique, mais on a des corps énergétiques. Et d'après cette dame, elle s'appelle Nicole Gratton, elle dit en fait on a 5 types de rêves et ces rêves correspondent à quel corps est touché ou préoccupé. Si c'est le corps physique, on va rêver de nos besoins, de nos envies. Si c'est le corps émotionnel qui est impliqué dans le rêve, là, ça va être plutôt tout ce qui touche à la créativité, à l'imagination, à l'inspiration. Si c'est le corps mental qui va être actif dans le rêve, ça va être des rêves qu'elle appelle télépathiques, c'est-à-dire soit une compréhension envers les animaux, envers la nature, mais ça peut être aussi, par exemple, avec les défunts et nous qui sommes vivants. Il va avoir aussi les rêves spirituels qui, eux, c'est souvent soit une expérimentation très vive et ciblée, soit un enseignement qui nous est donné, souvent suite à une demande de trouver vraiment sa voie ou de trouver ce qui nous correspond. Et d'après elle, elle dit souvent que ces grands rêves ou ces rêves initiatiques, en fait, c'est quand le corps spirituel est en action et que c'est ce corps-là qui va mettre tout en œuvre avec une très grande précision qui va toucher nos autres corps. Et c'est pour ça qu'on a une telle précision de rêve et une si forte impression quand on fait ces rêves-là. Alors, les rêves notre inconscient en fait utilise très souvent des symboles, des métaphores pour justement vous attirer l'attention sur quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous fait réfléchir ou qui vous fait agir d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il est difficile de les interpréter avec exactitude quand ce ne sont pas nos propres rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces symboles-là font appel à tout ce que la personne a vécu, à tout ce qu'elle a appris et à tout ce elle la tracasse, toutes ses peurs, toutes ses angoisses. Et c'est pour ça que c'est assez ciblé. Donc, je vous donne un simple exemple. Quelqu'un qui va rêver d'une voiture et qui a eu un très grave accident de voiture peut voir la voiture avec peur, réticence, danger, s'éloigner, angoisse. Alors que quelqu'un qui n'a jamais rien eu en voiture, on peut l'associer plutôt à quelque chose d'intime, un lieu de sécurité, de confinement, où la personne se retrouve en contact avec l'extérieur, mais malgré tout protégée. Donc, vous voyez, c'est des explications tout à fait différentes et qui, en fait, ne dépendent que du vécu de la personne. Alors, je fais une petite parenthèse. S'il y a des questions et tout ça, je lirai vos commentaires par la suite et j'y répondrai un peu par la suite. Alors, les rêves, comme je l'ai dit, évidemment, ça concerne très souvent les tracas de la journée. Si dans la journée, vous avez eu des pensées qui reviennent souvent, une peur sur quelque chose qui revient souvent, c'est quelque chose que vous devez traiter, que vous devez trouver une solution. C'est emmagasiné, aussi bien le conscient que l'inconscient, et l'inconscient va vous le donner en rêve pour que vous ayez la possibilité soit d'expérimenter plusieurs solutions, soit de trouver la solution. Alors, ça peut être paradoxal, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas d'où vient cette maladie, qui ne sait pas comment guérir, va peut-être rêver très souvent qu'elle est handicapée.
On va dire, oui, mais ça ne va pas être la solution. Mais en tant qu'handicapé, le handicap est beaucoup plus grave que la maladie et en rêve, vous allez quand même agir et vous allez trouver des manières de vous adapter que vous n'aurez pas la possibilité d'expérimenter en étant réveillé. C'est pour ça que ça peut être une solution. C'est souvent une présentation de solution, d'adaptation de quelque chose que vous ne voyez pas, qu'en rêve, on vous le donne, on vous le permet de vivre, et que après, dans le vécu, dans le réveil, hein, dans l'éveil, vous pourrez essayer de reproduire et de voir que peut-être ça fonctionne très bien. Alors, dans les rêves, qu'est-ce qui est reproduit? Il peut avoir des éléments olfactifs, tactiles, auditifs, et il n'y a que le visuel qui… ah non, pardon. C'était dans l'intégration, parce que j'aurais dit l'intégration après, vous n'allez pas comprendre. Dans l'intégration des rêves, il peut y avoir des éléments extérieurs qui sont olfactifs, tactiles ou auditifs. C'est-à-dire que si, par exemple, à un certain moment, vous dormez en plein milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Si vous êtes dans un sommeil profond, donc pas le sommeil léger où vous vous réveillez tout de suite, mais si vous êtes dans un sommeil profond, il peut intégrer ça dans votre rêve en changeant l'origine du bruit. Et par exemple, si vous êtes dans la forêt en train de vous promener, ce bruit de taper à la porte, ça va être un bûcheron qui est en train d'abattre un arbre. Ou ça va être un pic vert qui est en train de taper sur le tronc. Et je crois que ça vous est peut-être déjà arrivé aussi. Votre réveil sonne, vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été intégré dans votre rêve sous une autre origine. Donc ça, c'est auditif. Tactile, ça marche aussi. Si par exemple, il y a votre chat, votre chien qui vient vous lécher la main, comme on voit parfois dans les films, dans votre rêve, ça va être interprété autrement, c'est-à-dire que votre rêve intègre cette partie-là et l'adapte dans ce que vous êtes en train de vivre. La même chose pour les odeurs. Il n'y a que pour le visuel que ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé ça comment? En fait, ils ont essayé ça tout simplement en gardant les yeux du dormeur ouverts par des écarteurs, en mettant des images devant lui, ensuite en le réveillant et en lui demandant s'il a vu quelque chose qui ressemblait à ces images-là. Et aucune fois, les images qui ont été proposées se sont retrouvées dans le rêve. Donc ça, c'est sur les éléments externes qui peuvent être adaptés, intégrés dans le rêve. Alors, les techniques pour se souvenir des rêves. Déjà, la première chose à faire, c'est de se le dire pendant la journée. Puisque les rêves prennent souvent des indices de ce qu'on a vécu, il faut que ça devienne une sorte de préoccupation dans la journée, que le cerveau puisse programmer, si on veut, le rêve qui comprenne cette préoccupation et traite cette préoccupation. Donc, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, ben, vous vous dites plusieurs fois dans la journée, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de mes rêves. Ou bien, je vais avoir une image claire qui me reste de mes rêves. Ça, c'est une première chose à faire. Ensuite, c'est quand on se réveille, juste avant de se réveiller, de prendre conscience qu'on est en train de se réveiller, ne pas ouvrir les yeux, garder les yeux fermés et se rappeler la dernière sensation, la dernière image qu'on a eue. Donc, s'accrocher à cette dernière sensation, pas essayer de se rappeler le début du rêve, commencer vraiment par ce qui est le plus proche. Et essayer ensuite de remonter le fil. Tiens, je me rappelle que là, juste avant que je me suis réveillée, j'étais en train de courir. Ok, j'étais en train de courir. Pourquoi? Quel sentiment j'avais? C'était une poursuite, j'étais suivie, c'était la peur, c'était le bien-être, c'était quoi? Ah tiens, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Et ensuite, vous remontez le fil et il y a plus de détails qui peuvent revenir ainsi en mémoire. Ensuite, la première chose à faire, c'est une fois que vous vous réveillez, que vous avez ces dernières images avec la lumière, avec les sentiments, avec les éventuelles couleurs, personnages, vous le notez. C'est ce qu'on appelle un cahier de rêve. Alors, ce cahier de rêve, vous notez ce que vous avez rêvé avec
le plus de détails possible. Il est bien que la veille au soir, avant de vous endormir, sur ce carnet, vous notez la date. S'il y a eu un événement marquant, c'est-à-dire un coup de téléphone exceptionnel, une dispute ou quelque chose, que vous le notez. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez voir ce que le rêve a essayé de vous dire par rapport à ce qui s'est passé dans la journée ou par rapport à la journée d'avant, que vous vous souvenez peut-être plus. Donc, faire ça, c'est un petit exercice qui prend pas beaucoup de temps, ça vous demande quoi, 5 minutes, et ça va vous forcer, et ça va forcer votre cerveau à vous rappeler de vos rêves et à être plus attentif. Parce que si vous vous dites juste, je voudrais me rappeler de mes rêves, vous vous réveillez, vous ne faites pas l'effort d'y repenser, vous n'exercez pas votre cerveau à s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qui est important aussi à noter dans ce carnet? C'est, par exemple, si au moment du réveil, ça vous rappelle quelque chose, ou donc toutes les impressions laissées aussi au moment du réveil, les premières impressions avant que le mental se mette en route et commence à analyser. Ouais, ça c'est pour essayer de se rappeler des rêves et peut-être développer. Moi, ça m'arrive parfois de faire 4-5 rêves différents. Je note les quelques détails que je me souviens et pendant la journée, quand je reprends ça pour les noter plus clairement, ben, il y a plein de détails qui me reviennent et des images beaucoup plus claires qui me reviennent et alors je note le rêve en complet. Alors, pour induire les rêves, vous pouvez, par exemple, avant de vous endormir, penser à ce que vous voudriez rêver. Si vous attendez une solution, si vous attendez de l'inspiration, si vous attendez, je ne sais pas, quelque chose pour vous guérir ou pour tout ça, demandez ça en rêve, écoutez, enfin demandez ça plutôt avant de vous endormir, écoutez en rêve, je voudrais avoir une piste pour savoir ce que je dois faire par rapport à ma maladie, pour savoir ce que je dois faire par rapport à ce problème-là, à mon travail. Ça se peut que pas tout de suite vous aurez une réponse, mais peut-être le jour d'après ou la nuit d'après, vous aurez la réponse, mais en tout cas ça va travailler et vous mettez toutes les chances, je dirais, de votre côté de trouver quelque chose qui vous est adapté. Alors, l'interprétation des rêves, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu, les rêves ont toujours eu une importance assez grande dans les populations. Et dans certaines tribus, maintenant, évidemment, ça commence à disparaître, dans des petits villages, les gens se racontaient au matin le réveil en famille. Enfin, au réveil, le rêve en famille. Donc, celui qui avait rêvé de quelque chose, eh bien, il disait, ah, écoute, cette nuit, voilà, j'ai rêvé de ça, 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 ça. S'il y avait eu une dispute ou une discussion en contradictoire avec quelqu'un, il le disait. Ou il allait trouver, s'il avait rêvé qu'il se disputait avec son voisin, eh bien, il allait trouver son voisin et il lui disait, écoute, cette nuit, j'ai rêvé qu'on se disputait. Je suis désolée si je t'ai dit quelque chose que tu as mal pris, que tu n'as pas compris, ce n'était pas mon intention. Je ne veux pas qu'on se dispute, donc je m'excuse. Et ça, en fait, ça a empêché déjà beaucoup de conflits d'apparaître parce que comme le rêve enregistre tous les petits détails que nous, on ne voit pas, il avait peut-être enregistré une remarque qui avait été dite ou un geste qui avait été fait inconsciemment par la personne, mais qui avait été très, très mal perçu par ce voisin. Et voilà, le fait de se raconter le rêve et d'avoir confiance dans son rêve et de pouvoir le partager, ça pouvait apaiser des conflits. Alors, comment interpréter vos rêves? Il faut toujours penser que le rêve, ça vous concerne. Donc, c'est par rapport justement à tout ce ressenti, à votre priorité. Si votre priorité ou préoccupation du moment est par exemple l'évolution spirituelle, que vous faites beaucoup de méditation, que vous travaillez beaucoup sur vos chakras, vous aurez des rêves qui sont avec une prédominance de couleurs.
Cette prédominance de couleurs, très souvent, c'est soit le niveau où vous êtes arrivé, donc le chakra où vous êtes arrivé, et peut-être que vous n'arrivez pas à passer plus loin, et ça peut vous montrer, tiens, j'ai encore un petit blocage de ce côté-là, ou au contraire, votre évolution, je dirais, dans ce milieu-là. Alors, il n'y a pas que les couleurs. Dans cette évolution, par exemple, spirituelle, le fait de monter en lumière, ça signifie que dans votre vie de tous les jours, vous évoluez effectivement dans la lumière. Ça ne veut pas dire que maintenant, si tout d'un coup, vous commencez à descendre à la cave, ça veut dire que vous descendez aussi dans les ténèbres. Non. Ça veut dire que suivant le sentiment que vous allez avoir, quand vous descendez, par exemple, dans cette pénombre, ça peut être simplement que vous avez encore besoin d'explorer quelque chose que vous avez oublié. Ça peut être aussi parce que vous avez envie d'aider les gens qui sont dans le besoin. Et en général, les gens qui sont dans le besoin, ben, ils ne se trouvent pas nécessairement très lumineux. Ils sont parfois très sombres. Donc, vous devez aller vous-même dans la pénombre pour aller secourir ou aider ou soutenir les gens qui y sont. Mais tout ça, vous allez sentir la différence par rapport à ce que vous ressentez. Si descendre dans cette pénombre, ça vous rend mal à l'aise, vous êtes plutôt à vous cacher, à vous faufiler, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler. Si par exemple, vous descendez en confiance, que vous n'avez absolument aucune peur et tout ça de cette pénombre et de descendre là-dedans, c'est que ça correspond plutôt à cette envie d'aider, de secourir ou de découvrir ce qu'il y a là et de voir si vous ne pouvez pas intervenir pour améliorer. C'est pour ça que je dis que interpréter le rêve, c'est vraiment quelque chose de très personnel et il est très difficile à quelqu'un d'autre de pouvoir le faire à votre place. Il y a évidemment des guides, enfin, des livres, des personnes qui ont, comme Freud aussi, qui ont des tas d'explications sur les symboles qu'on reprend. Et là, de nouveau, vous devez faire attention si ça vous correspond ou pas. Donc, ce qui donne, c'est une généralité ou c'est dans le bon nombre de cas, c'est ça qui ressort. Mais de nouveau, vous n'êtes pas une généralité, vous êtes quelqu'un de bien unique. Donc, votre interprétation doit être faite par vous-même. Alors, avant de prendre peut-être quelques symboles, je vais voir s'il y a des questions avant d'aller plus loin. Alors, je vois quelqu'un là qui soulève le problème du compteur Linky. Je sais, c'est un gros problème. En fait, ce compteur Linky, comme il émet des ondes électromagnétiques assez fortes, toutes les 3 secondes, je crois, ou toutes les 5 secondes, ça peut perturber. Alors, si vous n'avez pas pu refuser la pause, peut-être déjà mettre le symbole là, de protection qui est utilisé par Jan Lipnik. Je l'ai déjà donné à plusieurs reprises. C'est un 5, puis une sorte d'éclair et puis un 5 à l'envers. Donc ça va déjà bloquer une certaine partie de la nocivité. Et sinon, mettre à côté de votre lit une pierre ou du sel. Le sel absorbe les mauvaises énergies. Une pierre comme l'hématite, comme l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste, obsidienne dorée, toutes les obsidiennes, toutes les pierres noires en général absorbent les mauvaises énergies. Alors il y a l'hématite, il y a la magnétite, la pyrite aussi peuvent vous aider. Ça, c'est par rapport aux ondes négatives qu'il faut. Bon, si vous utilisez des pierres, n'oubliez pas qu'il faut les purifier, les purifier assez souvent et les recharger assez souvent. Pourquoi? Parce que tout au long de 24 heures sur 24, toutes les 3 secondes, elles emmagasinent une énergie. Donc, voilà. Alors, Chantal qui nous dit « Oui, consciente que je rêve ». Ah, voilà, donc
Les rêves en conscience. Mais là, Chantal, voilà, c'est peut-être des peurs que tu as. Il faut peut-être travailler un petit peu ça. En fait, le rêve en conscience, moi, je trouve que c'est très rassurant parce que justement, euh, normalement, si c'est en conscience, on est conscient qu'on rêve. Et à partir de là, on sait bien que toutes les possibilités sont faites et que rien du rêve peut nous atteindre puisqu'on sait qu'on rêve. Et le rêve, voilà, c'est quelque chose de complètement illusoire, c'est de l'imaginaire, de l'inconscient, donc ça n'a rien à voir avec la réalité. Moi, je remarque que depuis que je fais ces rêves en conscience, je suis beaucoup plus tranquille, peu importe de ce que je rêve. Pourquoi? Parce que je sais bien qu'il n'y a absolument rien qui peut m'atteindre. Ça n'empêche pas que si, par exemple, il y a des gens qui me poursuivent parce qu'ils veulent m'attraper pour faire je sais pas quoi, j'essaye de me cacher. Mais j'essaye de me cacher sans avoir la peur. Voilà, c'est presque un amusement comme les enfants qui jouent à cache-cache, quoi. Je me cache juste parce que j'ai envie de te faire courir et que je suis curieuse de voir si tu vas me rattraper ou si tu vas me trouver. Et en général, ils n'arrivent pas à me trouver. Bon, voilà. Mais ça, c'est terrible. Donc, à voir pourquoi tu as quand même ce sentiment-là un peu de peur. Donc, je dis pour pouvoir agir, c'est difficile. Ça, c'est le pas suivant. Je ne suis pas arrivée non plus à comment agir en tant que, comment je vais dire ça, observateur ou rêveur en conscience. Je n'ai pas encore réussi. Donc, ça m'arrive très souvent d'observer la scène, soit d'en haut, comme, voilà, ou soit comme si j'étais vraiment en dehors du cadre de la scène. Donc, ça m'arrive aussi. Alors, oui, voilà les réponses qui apparaissent en rêve. En fait, je crois que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Évidemment, ça dépend parfois de l'interprétation qu'on fait du rêve. Et c'est vrai qu'il y a certains rêves qui sont très, très difficiles à donner une interprétation exacte. Alors, ce que je fais, quand j'arrive pas à trouver le message qui est transmis, bien que tous ne sont pas nécessairement des messages, ça peut être un rêve de soulagement, de besoin d'extériorisation de quelque chose, qu'on n'a pas une autre possibilité d'extérioriser et qu'on le fait en rêve. Sinon, on peut demander, voilà, je n'ai pas compris le message que vous vouliez me faire passer dans ce rêve-là, donc donnez-moi des indices pour que je puisse comprendre. C'est aussi une solution. Et alors, souvent, on va retrouver des éléments qui se trouvaient déjà dans un rêve précédent, mais avec des indices en plus ou un autre contexte qui fait qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'on a voulu nous dire. Alors, bonne question de Reine Audrey. Je vais la lire pour tout le monde. Si tu rêves d'une situation que tu vis actuellement et que dans ton rêve, tu obtiens une réponse ou une finalité, une solution, est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est ton mental? Voilà, voilà, voilà. Alors, il faut savoir que quand tu es en train de rêver, le mental, il n'est plus là. Pourquoi? Mais le mental, il dort, il se repose. Il n'y a plus que, je dirais, ton inconscience qui est là. Alors, ton inconscience, c'est déjà plus l'ego. L'ego, elle va se mettre en place à partir du moment où tu te réveilles. L'ego, c'est au moment où tu te réveilles que tu vas commencer à essayer de comprendre ou à analyser justement ton rêve. Là, c'est le moment où l'ego peut intervenir. Sinon, c'est pas l'ego. Pour le rêve prémonitoire, c'est ce que j'ai dit au début. En fait, il y a 60 à 70% des gens qui se rappellent de rêves, qui font des rêves prémonitoires. Alors pourquoi? Parce que ben, tout simplement, le rêve prémonitoire, d'après les scientifiques, ce serait juste une anticipation de tous les indices déjà que tu as reçus, mais que tu n'en as pas conscience, et qui, par ton inconscient, lui, va déjà mettre toutes les pièces du puzzle en place et vont te montrer ce que ça va donner. Ils disent que c'est pour ça qu'il y a quand même une grande partie de rêves qui donnent des solutions ou qui amènent un chemin à suivre pour résoudre quelque chose.
Donc ça, oui, ça peut être prémonitoire. Je crois que c'est aussi par rapport à exactement la question que tu as posée. Alors oui, des rêves bien conscientes, mais gros malaise au réveil. Voilà, mais le gros malaise au réveil, ça peut être souvent c'est voilà, la conscience ou le mental et l'ego qui reprennent le dessus et qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ça, c'est de nouveau très personnel. C'est suivant tes angoisses du moment, c'est suivant les épreuves que tu as passées, c'est suivant ce que tu veux admettre ou pas admettre. Et suivant, par exemple, si je vais te dire, donner un exemple, vous avez une grosse frayeur des chiens. Pourquoi? Parce que quand vous étiez petit, vous avez été mordu par un chien, depuis, vous avez une peur bleue des chiens. Et dans votre rêve, vous voyez, vous vous promenez calmement en forêt et tout d'un coup, il y a un chien qui arrive et il court sur vous. Et comme vous avez peur des chiens, vous allez vous réveiller. Et même si vous êtes consciente que c'est un rêve, vous allez vous réveiller brusque parce que la peur, elle remonte et il va y avoir ce malaise qui est là. Pourquoi? Parce que c'est cette peur-là qui n'est toujours pas acceptée, que même en rêve, vous n'avez pas réussi à surmonter et le malaise est là. Alors, comment on fait? C'est souvent les rêves liés au traumatisme euh, ou les rêves post-traumatiques. Donc, les gens qui ont vécu quelque chose de violent, donc de traumatisant, avec une impossibilité de gérer la situation, d'extérioriser tout ce qu'ils ont ressenti, de pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont ressenti, ils vont faire des rêves à répétition. Bon, souvent, on appelle d'ailleurs des cauchemars. Alors pourquoi? Parce que ça, ils revivent la situation dans laquelle ils sont très mal à l'aise. Pourquoi ils revivent cette situation? Justement pour leur donner la possibilité de voir que cette situation, enfin, d'accepter la situation, d'extérioriser d'une certaine manière, de se libérer de cette tension de la situation. Mais tant que ce ne sera pas fait consciemment, l'inconscient, il va le remettre parce que le problème, il existe toujours encore et encore. Si toute la journée, quand vous fermez les yeux, vous voyez ce qui vous a traumatisé, c'est clair que vous ne l'avez pas accepté, que vous n'avez pas réglé le problème lié à cette situation-là. Ça vous tracasse pendant la journée, automatiquement, en rêve, il va réapparaître. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a déjà une démarche qui consiste de se dire, quand je rêve, je peux trouver une finalité à ce que je vis. Donc, je ne suis pas obligée d'accepter de revivre telle quelle la situation. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir comme ça des rêves à répétition. Et le problème qu'il y avait, c'est que pourquoi je faisais ces rêves à répétition? Parce que je changeais absolument rien. Donc, j'étais consciente que je devais faire un certain truc pour que ça ne, ce rêve, ce cauchemar n'ait pas sa finalité, jusque je répétais la même chose. Donc, il ne savait pas changer puisque je répétais toujours la même chose. Et quand j'ai compris que, en fait, je devais changer mon attitude dans mon rêve et dire, OK, j'ai compris, mais pourquoi, par exemple, je suis toujours en train de courir alors qu'on me poursuit et que je ne veux pas qu'on m'attrape, quand je peux, par exemple, simplement me cacher, ceux qui me poursuivent vont passer à côté de moi parce qu'ils ne me verront pas, et j'ai changé la finalité. Du coup, ça ne devient plus une terreur. Ça y est, je suis vainqueur. J'ai trouvé une solution. Et vous allez faire en rêve cette situation-là, et c'est fini. Votre rêve, votre cauchemar à répétition, il va plus revenir. Pourquoi? Parce que vous aurez trouvé la solution, vous l'aurez accepté, vous aurez pris conscience qu'il existe une solution et que le problème, en fait, vient juste de votre façon de voir ou de la façon dont vous avez comprise la chose. C'est évidemment très difficile pour des traumatismes graves comme des attentats, des accidents très très graves. Il y a des thérapies et aussi l'hypnose qui travaillent parce qu'en hypnose, c'est pas la même chose que le rêve, mais en hypnose, ils arrivent à faire sortir justement de l'inconscient au conscient et donc de trouver une solution induite par celui qui hypnotise et ainsi enrayer le cauchemar.
Alors, oui, des rêves où on observe une scène, une situation qui nous apporte une réponse. Est-ce fiable? De nouveau, c'est à vous à voir. Est-ce que c'est réalisable dans la vie réelle? Si c'est réalisable dans la vie réelle, oui, pourquoi pas, bien sûr. Puisque de toute façon, c'est ton inconscient qui te le dit. Donc ça peut. Bon, ça, évidemment, il faut toujours rester. Si dans votre rêve, vous tuez tous vos ennemis, c'est logique que dans la réalité, c'est pas ce qu'il vous demande de faire. C'est une métaphore. C'est-à-dire que tuer tous vos ennemis, c'est peut-être que vous donnez trop d'importance à ces ennemis-là et que c'est simplement tuer l'ennemi, c'est ne plus donner de l'importance. Hein, donc, il faut comprendre aussi que c'est très souvent imagé. Les solutions, elles sont rarement données telles quelles. Elles sont souvent données sous forme d'indices et de possibilités d'adapter dans la vie réelle. Maintenant, voilà, il y a tellement de cas et tellement de possibilités que c'est très difficile à dire est-ce que c'est vraiment fiable ou pas. Ça, c'est vraiment personnel et à soi. Bon, comme tout est vraiment très personnel, toutes les interprétations que j'ai données dans mes articles, je vais en reprendre quelques-unes, c'est évidemment à remettre dans le contexte, à remettre dans la préoccupation actuelle. Alors, ça arrive dans des rêves qu'on fait des grandes tables, manger ou donner de la nourriture, ou au contraire, il n'y a pas assez de nourriture, comment je vais faire pour manger, j'ai que deux petits machins, tout ça. Tout ce qui est lié en général à la nourriture, ça a un lien euh, à un bien-être, à un besoin intérieur. Et suivant que vous donnez ou que vous voulez avoir de la nourriture, c'est votre capacité à vous satisfaire ou à vouloir donner votre apprentissage. Donc, si vous rêvez d'une table bien garnie, en profusion et que vous mangez à cette table-là, ça veut dire simplement que vous avez de l'abondance, vous ne manquez de rien et vous êtes complètement satisfaite de ce que vous avez. Même si vous n'en êtes pas conscient à l'éveil, c'est un indice qui vous montre que vous avez en fait tout ce que vous avez besoin. Si au contraire vous rêvez que vous faites à manger pour donner aux gens et que même si vous avez un souci que c'est pas assez, que je voudrais plus et tout ça, par l'attitude des gens que vous voyez, vous avez déjà un indice, ok c'est bon ou c'est pas bon. Qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que vous avez envie de partager de votre savoir, de partager de votre personne, de donner de votre personne. Et suivant l'attitude des personnes qui reçoivent, vous savez si ce que vous faites, ça correspond à l'attente qu'ils ont, à ce que vous leur proposez, ça vous correspond et que c'est bien. Si les gens ne sont pas contents et tout ça, ça veut dire que dans la manière dont vous proposez la chose, ça n'est peut-être pas le bon chemin. Ça n'est peut-être pas ce que les autres attendent, ou vous ne vous adressez peut-être pas au bon groupe de personnes. Donc la nourriture, voilà, c'est par rapport à moi, ce que je peux donner, ce que je peux recevoir, la qualité de ce que je peux donner, de ce que je peux recevoir. Si je suis en train de manger plein d'insectes et que ça me répugne et tout ça, c'est un signe que je fais peut-être des choses à contre-cœur. Hein, où j'accepte des choses qui me sont données à contre-cœur. Évidemment, suivant ce que vous mangez, suivant ce que vous voyez comme nourriture, tout ça ont des significations précises. Hein. Si vous mangez plutôt de la viande, des légumes, des sucreries, ça, je vous conseille plutôt d'aller voir mes articles pour avoir plus de précision sur la signification de ces symboles-là. Alors, on a parlé un petit peu tantôt des déplacements. Donc, en rêve, on peut se déplacer, marcher, courir, nager, mais on peut aussi voler, décoller. On peut aussi très bien nager sous l'eau sans avoir besoin de respirer, sans en être incommodé d'ailleurs.
Tout ça a son importance, mais ce qui a de l'importance, c'est aussi dans le milieu où on évolue. C'est-à-dire, si je cours très très vite et qu'à un certain moment je m'envole, mais j'arrive pas à m'envoler très haut ou que je retombe assez vite, ça va pas être la même interprétation que si je m'envole et que je vois le paysage comme si j'étais un oiseau. En plus, ça n'aura pas la même signification non plus. Si là où je m'envole, c'est très lumineux, éclairé, ou si c'est plutôt sombre, boueux, ou s'il pleut. Les montées, les descentes, la manière de se déplacer, ça a très généralement rapport à comment on se déplace nous dans la vie, comment on se met des freins, de quoi, qu'est-ce qui nous retient, dans quel milieu plus ou moins on est par rapport à nous, c'est-à-dire est-ce qu'on est en harmonie, est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes, ou bien est-ce qu'on est en conflit avec nous-mêmes. On sera en conflit à partir du moment où on veut s'échapper de quelque chose, on va essayer de courir et en fait on se rend compte qu'on marche au ralenti. Ça veut dire qu'on se met personnellement des freins. Si on court très très vite et que on s'envole mais qu'on fait 3 mètres et puis on dégringole, ça veut peut-être dire qu'on va aller trop vite dans des démarches qu'on fait, qu'on n'est pas assez préparé pour faire le saut et qu'il vaut mieux encore attendre avant de vraiment franchir le pas. Il faut mûrir l'idée. Si par exemple on vole comme un oiseau et qu'on voit une vue impeccable dans tous ses détails, sans nuages, sans pluie, ça veut dire qu'on est vraiment en accord avec soi, qu'on est vraiment bien dans le projet qu'on fait, dans la vie à l'heure actuelle. On est vraiment, je dirais, en harmonie et en équilibre avec ce qu'on est. On a parlé des montées. Alors les montées, ce qui est intéressant, c'est quel genre de montée on fait. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que j'arrive à surmonter des obstacles? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que, voilà aussi la lumière, est-ce que je suis dans un endroit aéré, renfermé? Tout ça, ce sont des indices sur comment on évolue dans la vie réelle. Donc, si j'évolue facilement, que les obstacles sont là, mais je les surmonte sans aucun problème, ça veut dire de nouveau que j'ai appris à me faire confiance, que peu importe ce qui m'apparaît dans la vie, je suis prête et j'ai assez de force et assez de connaissances que pour le surmonter. Alors, chacun va surmonter à sa manière. Hein, il y en a qui vont sauter au-dessus du rocher, il y en a qui vont le détourner, il y en a qui vont essayer de le pousser. Voilà, chacun a sa méthode, mais tout ça, ça correspond de nouveau à qui on est et comment on agit. Donc, si vous avez un obstacle et que vous n'arrivez pas à le dépasser, c'est un signe qui vous montre que vous évoluez, qu'il y a quelque chose qui vous bloque et que vous ne savez pas comment aborder ce blocage. C'est voilà, des explications. Les descentes, c'est la même chose. J'en ai parlé un petit peu donc avant. Aussi par rapport au ressenti. Alors aussi les descentes, les montées. Est-ce que c'est droit? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournants? Donc, par exemple, si vous montez un escalier en colimaçon, c'est beaucoup plus fatigant, ça met plus de temps. C'est-à-dire que vous prenez peut-être des chemins détournés, que vous vous posez trop de questions. Par contre, si vous montez assez droit, que ce soit un chemin ou un escalier qui est droit, lumineux, sans trop d'obstacles, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous ne vous posez pas trop de questions, vous êtes en paix avec vous-même. Descendre, donc ça c'est ce que j'ai dit, descendre, si c'est descendre avec la paix, la sûreté, ça veut simplement dire que par moment, rester trop haut, ça va pas. Il y a des gens autour de nous, on n'est pas isolé de tout. Donc les gens autour de nous ne sont pas nécessairement dans la même évolution que nous. Et parfois, il faut simplement redescendre pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour comprendre certaines réactions autour de nous, ou qui nous montrent une possibilité de chemin. Ah tiens, voilà, ça c'est ce que tu veux faire, donc tu es peut-être en train de descendre, mais c'est parce que c'est un choix et c'est ton choix et tu le fais bien. Si par contre, en descendant, vous tombez, vous êtes rempli de boue, de saleté, ça vous colle, vous êtes mal à l'aise, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème à résoudre. Soit vous n'allez pas dans la bonne direction,
vous vous entêtez à aller quelque part qui ne vous correspond pas, soit vous n'abordez pas bien euh, voilà, le sujet, vous n'êtes pas du tout assez préparé et vous pataugez vraiment dans les problèmes ou dans les aspects qui apparaissent devant vous. Donc tout ça, ce sont assez significatifs. Dans l'eau aussi, donc si vous nagez par exemple dans une eau, l'eau c'est le symbole de pureté, donc c'est que vous avez envie de vous purifier, de vous nettoyer. Si par contre dans l'eau il y a beaucoup de déchets, beaucoup de débris, ça veut dire que en vous il y a encore pas mal de nettoyage et d'acceptation à faire. Si par contre vous arrivez à nager dans une eau limpide, euh, même avec des animaux, moi je me rappelle que ça avait été frappant. J'avais fait un rêve où il y avait eu des inondations, tout était sous l'eau, il y avait plein de débris partout. J'avançais avec difficulté dans l'eau. J'ai compris que c'était des problèmes superficiels que je me mettais, et c'est souvent le mental hein, qui fait, qui résonne et qui se met plein de problèmes. J'ai dit, OK, donc ça c'est moi qui me mets mes problèmes. Je vais laisser de côté, je vais plus faire attention et plus m'accrocher à ça. Si c'est réellement un problème, je suis capable de le résoudre et je ne vais pas m'en faire à l'avance, je résoudrai quand ce sera là. Si ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi, ça veut dire que c'est pas moi à le résoudre. Et quelques jours après, j'ai rêvé que je me trouvais sur une jetée, un port, avec de l'eau, mais de l'eau limpide, plus limpide que dans une piscine, et qu'il y avait des animaux, baleines, dauphins qui étaient là. Je tombe dans l'eau et c'est vrai que j'ai eu cette impression de voir cette énorme baleine venir vers moi, mais en dimension réelle, donc c'est vraiment impressionnant. Et je me suis rendu compte que j'avais plus aucune peur. Même l'eau, je ne la sentais plus, ça n'était plus un obstacle, il n'y avait plus aucune résistance. Cette baleine, elle est venue à moi presque comme si on était les meilleurs amis du monde. Voilà, pour dire que j'avais compris ce qu'on m'avait montré, j'avais accepté, et quelque part, même si j'ai un énorme imprévu qui arrive en face de moi, je sais que ça va, c'est pas ça qui va me freiner, que je trouverai toujours la solution ou les possibilités pour m'en sortir. Donc ça, c'est juste un exemple de guidance ou de solution que le rêve peut amener. Alors, il y a les animaux, bien sûr, la présence des animaux. Ça dépend de nouveau de notre relation avec ces animaux-là. J'ai donné l'exemple du chien, si c'est ou du chat, ça peut être la même chose. Hein. Si vous avez peur des chats et que le chat se présente dans le rêve, c'est peut-être aussi pour justement accepter votre peur et la dépasser. Parce que vous n'êtes pas physiquement en contact avec le chat, donc le chien, il ne peut rien vous arriver. Donc, c'est une possibilité d'aller vers eux et de vous familiariser avec cette peur qui, bien souvent, est purement une construction mentale et qui n'a plus de raison d'être. Maintenant, si c'est en dehors de la peur, qu'est-ce que ça peut vous présenter? Un chat. Alors, le chat, ben déjà, on fait souvent le parallèle entre le caractère du chat hein, et ce qui l'offre. Un chat, c'est quoi? C'est indépendant et malgré tout, il est fidèle. Hein. Un chat, une fois qu'il a choisi son maître, il va rester près de son maître. Donc, si c'est un chat qui vient près de vous, qui est câlin, qui va se frotter et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est simplement soit quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance parce qu'il sera toujours là à vos côtés, soit aussi la présence ou l'envie d'avoir quelqu'un comme ça à vos côtés. Hein, si par contre c'est un chat qui va être agressif, qui va vous cracher ou vous mordre à la figure dans votre rêve, ça peut être une agression extérieure hein, que vous ressentez comme une agression extérieure ou quelque chose d'agressif se prépare. Donc c'est une mise en garde un peu. Hein. Attention, il va y avoir quelque chose qui se passe. Alors, si c'est les batailles entre chats, ça peut induire qu'il risque d'avoir des disputes
qui vont arriver. Le fait de savoir que vous risquez d'avoir une dispute, ça aide parce que vous, vous vous préparez. Donc, même si vous ne savez pas le sujet de la dispute, vous êtes préparé. Et suivant votre disposition, vous pouvez déjà vous dire, OK, quand je vois que la dispute, elle commence, moi, j'ai pas envie d'accumuler ces énergies-là, donc je vais me taire où je vais me calmer un peu plus que d'habitude pour pas être dans ces énergies-là de devoir répondre, de devoir me défendre. Je sais qu'il va se passer, donc hop, je me relaxe, j'apaise et peut-être que la discussion, tout compte fait, à cause de ce changement d'énergie, elle aura même pas lieu. Hein, donc tout ça, c'est des indices qui peuvent vous préparer à mieux vivre votre quotidien. Donc, le chien, ben, c'est à peu près la même chose. Hein. Un chien qui va être en bonne santé, tout ça, ben, c'est de l'affectivité, des joies, de l'amour inconditionnel qui peut se manifester dans votre vie. Si, par exemple, c'est un chien qui vous attaque et tout ça, ben, c'est attention, prudence. Il risque d'avoir un conflit avec quelqu'un de proche ou quelqu'un que vous aimez bien. De nouveau, il y a par exemple pour le loup, les serpents, l'araignée, les cafards, les oiseaux, les dauphins, les éléphants. J'ai mis toutes des significations et des interprétations. Alors, je vois qu'on a déjà dépassé 1 heure qu'on est ensemble, ça va faire 1h15. Donc, plutôt, si vous avez des questions, allez-y. Vous savez que j'aime pas faire des trop longues vidéos parce que voilà, ça fatigue tout le monde. Et puis, il se fait tard et vous avez envie de faire autre chose. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Peut-être juste un petit mot sur les couleurs et après, je termine là-dessus. Sachez que toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Quintin Fabienne. Je mets souvent le lien aussi sur ma page Facebook. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites. Et vous ne devez pas les rechercher dans l'historique de Facebook. Alors, les couleurs, c'est assez important parce que ben, déjà, c'est notre énergie, ça correspond au chakra. Comme j'ai dit, il y a déjà la luminosité, mais ça indique aussi, donc comme chaque chakra, ça a un rapport avec nos organes, avec nos soucis et avec tout ce qu'on travaille, ça peut apparaître en rêve. Si vous rêvez d'une ambiance qui va être, par exemple, avec beaucoup de vert et beaucoup de rose, on sait que ça va être au niveau du cœur que ça se travaille. Si ça va être des prédominances de couleur rouge assez vif, tout ça, ça veut dire que vous avez un problème à résoudre au niveau du chakra racine, qui est le lien avec la nature, qui est le lien aussi avec les énergies, je dirais, basiques, instinctives. Ça peut être l'instinct de survie, comme ça peut être aussi la peur de la mort et tout ça. C'est souvent lié à ce chakra-là aussi, bien que c'est lié aussi avec le chakra coronal, mais celui-là aussi. Si par contre, il va avoir beaucoup de couleurs bleues, les bleus, c'est au niveau de la gorge, c'est l'expression. Donc, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à extérioriser vraiment ou à démontrer ou à agir comme vous êtes. Vous êtes plus dans le paraître que quand on est. Donc, il peut y avoir des prédominances voilà, de ces couleurs-là. Le mauve, c'est plus au niveau du troisième œil. Donc, soit vous avez ouvert votre troisième œil, vous pouvez y accéder, avoir beaucoup de mauve, mais tout ce qui est spirituel, une fois qu'on commence à partir du troisième œil, c'est souvent plus des symboles tels que des symboles religieux, des associations voilà, religieuses. Ça peut être le Dalai Lama, le pape, des croix, des églises qui apparaissent pour vous montrer que vous êtes dans cette évolution-là. Alors, quand on vole dans les airs ou quand on voler des objets qui ne nous appartiennent pas. Alors, voler des objets qui ne nous appartiennent pas, ça peut exprimer un manque. On ressent un manque. On a envie, on a besoin d'avoir quelque chose et on ne peut pas l'avoir.
Ça peut marquer aussi une jalousie. Hein, si on vole quelque chose qu'on a vraiment envie de chez le voisin, voilà, je suis jalouse, je veux l'avoir, je le prends de force, je le prends contre la volonté de quelqu'un. Voler, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Bon, si c'est voler dans les airs et qu'on vole sans aucun problème, ça veut simplement dire qu'on est très aligné, on est en équilibre avec soi, on a une vision plus large des événements, où on a besoin de prendre du recul aussi sur les événements pour voir la situation dans son ensemble. Pas nécessairement confiné juste de notre point de vue, mais peut-être euh, plus large du point de vue de l'extérieur, comment les autres peuvent percevoir cette situation-là. Et souvent, quand on fait ça, on se rend compte que le jugement ou les sentiments qu'on met sur la situation ne correspond pas du tout à la situation en elle-même, mais très souvent que notre propre reflet d'un malaise, de quelque chose qu'on n'arrive pas à vraiment exprimer ou qu'on n'arrive pas à prendre conscience ou à dépasser et qu'on va les mettre là-dedans. Voilà, donc je ne savais pas à quel vol tu te référais, donc j'ai répondu aux deux. Ah voilà, c'était dans les airs. Oui, donc ça c'est souvent alors aussi pour les personnes qui sont très spirituelles, on dit souvent que c'est évidemment dans notre conception de petit être humain physique et duel que l'évolution se fait par le haut. Donc, on a un besoin de s'élever. Et en fait, pourquoi par le haut? Parce que plus on est bas, plus on est dans la matière, et plus on est haut, plus on est dans le subtil, dans les énergies, dans le léger. Donc, se voir voler peut être aussi dans ce contexte-là d'évolution, de besoin de, enfin non, même pas, c'est même pas un besoin, c'est l'évolution qu'on a faite, qu'on se retrouve haut. Alors, j'ai pas tellement fait ça en rêve, par contre, en méditation, je le fais, où je vole et je dépasse même la planète. Donc, je vois comment je vois la ville qui devient de plus en plus petite, et puis c'est la Terre qui s'éloigne de plus en plus, et puis je passe dans les nuages, et puis je vais au-delà des nuages, je vois la Terre comme d'une navette spatiale, hein, et puis je suis dans le vide, et puis je me dirige vers telle planète ou telle autre planète, suivant ce que j'ai demandé ou suivant ce qu'on me conduit. Donc voilà, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que je dis c'est très très difficile à donner une signification parce que ça dépend vraiment de votre cheminement personnel, de vos préoccupations personnelles et de tout ce que vous faites. J'espère que ça vous aura bien plu les amis, cette petite vidéo. J'étais un peu absente, voilà, parce que et je sais pas, j'avais pas trop d'inspiration. L'été a été très bouleversant dans les énergies. Donc, ça a été, enfin, pour moi en tout cas, et je sais que pour plusieurs, euh, difficile de se poser, difficile de trouver une continuité de projet. Mais ça va se tasser, même si ça va bousculer encore bien, les choses se remettent en place. Donc voilà pour mon absence. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand ça va être, je ne connais pas le sujet. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, vous pouvez toujours me soumettre des idées. Je verrai si je peux les aborder ou pas. Et je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous remercie bien de votre présence, de votre participation. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et un très très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.